Pour audiocité.net, de Voltaire, Les aveugles jugent des couleurs, écrit en 1766. Dans les commencements de la fondation des 15-20, on sait qu'ils étaient tous égaux et que leurs petites affaires se décidaient à la pluralité des voix. Ils distinguaient parfaitement au toucher la monnaie de cuivre de celle d'argent. Aucun d'eux ne prit jamais du vin de Brie pour du vin de Bourgogne. Leur odorat était plus fin que celui de leurs voisins qui avaient 2 yeux. Ils raisonnèrent parfaitement sur les 4 sens, c'est-à-dire qu'ils en connurent tout ce qu'il est permis d'en savoir, et ils vécurent paisibles et fortunés autant que des 15-20 peuvent l'être. Malheureusement, un de leurs professeurs prétendit avoir des notions claires sur le sens de la vue. Il se fit écouter, il intrigua, il forma des enthousiastes, enfin on le reconnut pour le chef de la communauté. Il se mit à juger souverainement des couleurs, et tout fut perdu. Ce premier dictateur des 15-20 se forma d'abord un petit conseil avec lequel il se rendit le maître de toutes les aumônes. Par ce moyen, personne n'osa lui résister. Il décida que tous les habits des 15-20 étaient blancs. Les aveugles le crurent. Il ne parlait que de leurs beaux habits blancs, quoiqu'il n'y en eût pas un seul de cette couleur. Tout le monde se moqua d'eux. Ils allèrent se plaindre au dictateur, qui les reçut fort mal. Il les traita de novateurs, d'esprits forts, de rebelles, qui se laissaient séduire par les opinions erronées de ceux qui avaient des yeux, et qui osaient douter de l'infaillibilité de leur maître. Cette querelle forma 2 partis. Le dictateur, pour les apaiser, rendit un arrêt par lequel tous leurs habits étaient rouges. Il n'y avait pas un seul habit rouge au 15-20. On se moqua d'eux plus que jamais. Nouvelle plainte de la part de la communauté. Le dictateur entra en fureur, les autres aveugles aussi. On se battit longtemps, et la concorde ne fut rétablie que lorsqu'il fut permis à tous les 15-20 de suspendre leur jugement sur la couleur de leurs habits. Un sourd, en lisant cette petite histoire, avoua que les aveugles avaient eu tort de juger des couleurs, mais il resta ferme dans l'opinion qu'il n'appartient qu'aux sourds de juger de la musique. Platon rêvait beaucoup, et on n'a pas moins rêvé depuis. Il avait songé que la nature humaine était autrefois double, et qu'en punition de ses fautes, elle fut divisée en mâle et femelle. Il avait prouvé qu'il ne peut y avoir que 5 mondes parfaits, parce qu'il n'y a que 5 corps réguliers en mathématiques. Sa République fut un de ses grands rêves. Il avait rêvé encore que le dormir naît de la veille, et la veille du dormir, et qu'on perd sûrement la vue en regardant une éclipse ailleurs que dans un bassin d'eau. Les rêves alors donnaient une grande réputation. Voici un de ces songes, qui n'est pas un des moins intéressants. Il lui sembla que le grand Démiurgos, l'éternel géomètre, ayant peuplé l'espace infini de globes innombrables, voulut éprouver la science des génies qui avaient été témoins de ses ouvrages. Il donna à chacun d'entre eux un petit morceau de matière à arranger, à peu près comme Phidias et Xeusis auraient donné des statues et des tableaux à faire à leurs disciples, s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes. Démogorgon eut en partage le morceau de boue qu'on appelle la terre, et l'ayant arrangé de la manière qu'on le voit aujourd'hui, il prétendait avoir fait un chef-d'œuvre. Il pensait avoir subjugué l'envie et attendait des éloges, même de ses confrères. Il fut bien surpris d'être reçu d'eux avec des huées. L'un d'eux, qui était un fort mauvais plaisant, lui dit « Vraiment, vous avez fort bien opéré. Vous avez séparé votre monde en deux, et vous avez mis un grand espace d'eau entre les 2 hémisphères, afin qu'il n'y eût point de communication de l'un à l'autre. On gèlera de froid sous vos 2 pôles, on mourra de chaud sous votre ligne équinoxiale. Vous avez prudemment établi de grands déserts de sable pour que les passants y mourussent de faim et de soif. Je suis assez content de vos moutons, de vos vaches et de vos poules, mais franchement, je ne suis pas trop de vos serpents et de vos araignées. Vos oignons et vos artichauts sont de très bonnes choses, et je ne vois pas quelle a été votre idée en couvrant la terre de tant de plantes venimeuses, à moins que vous n'ayez eu le dessein d'empoisonner ses habitants. Il me paraît d'ailleurs que vous avez formé une trentaine d'espèces de singes, beaucoup plus d'espèces de chiens, et seulement 4 ou 5 espèces d'hommes. Il est vrai que vous avez donné à ce dernier animal ce que vous appelez la raison, mais, en conscience, cette raison-là est trop ridicule et approche trop de la folie. Il me paraît d'ailleurs que vous ne faites pas grand cas de cet animal à 2 pieds, puisque vous lui avez donné tant d'ennemis et si peu de défense, tant de maladies et si peu de remèdes,
tant de passion et si peu de sagesse. Vous ne voulez pas apparemment qu'il reste beaucoup de ces animaux-là sur terre, car, sans compter les dangers auxquels vous les exposez, vous avez si bien fait votre compte qu'un jour la petite vérole emportera tous les ans régulièrement la 10e partie de cette espèce, et que la sœur de cette petite vérole empoisonnera la source de la vie dans les 9 parties qui resteront. Et comme si ce n'était pas encore assez, vous avez tellement disposé des choses que la moitié des survivants sera occupée à plaider et l'autre à se tuer. Ils vous auront sans doute beaucoup d'obligations. Et vous avez fait là un beau chef-d'œuvre. Démogorgon rougit. Il sentait bien qu'il y avait du mal moral et du mal physique dans son affaire, mais il soutenait qu'il y avait plus de bien que de mal. Il est aisé de critiquer, dit-il, mais pensez-vous qu'il soit si facile de faire un animal qui soit toujours raisonnable, qui soit libre et qui n'abuse jamais de sa liberté? Pensez-vous que, quand on a 9 ou 10 000 plantes à faire provigner, on puisse si aisément empêcher que quelques-unes de ces plantes n'aient des qualités nuisibles? Vous imaginez-vous qu'avec une certaine quantité d'eau, de sable, de fange et de feu, on puisse n'avoir ni mer ni désert? Vous venez, monsieur le rieur, d'arranger la planète de Mars. Nous verrons comment vous vous en êtes tiré avec vos 2 grandes bandes et quel bel effet font vos nuits sans lune. Nous verrons s'il n'y a chez vos gens ni folie ni maladie. En effet, les génies examinèrent Mars et on tomba rudement sur le railleur. Le sérieux génie qui avait pétri Saturne ne fut pas épargné. Ses confrères, les fabricateurs de Jupiter, de Mercure, de Vénus, eurent chacun des reproches à essuyer. On écrivit de gros volumes et des brochures, on dit des beaux mots, on fit des chansons, on se donna des ridicules, les partis s'aigrirent, enfin l'éternel Démiurgos leur imposa silence à tous. Vous avez fait, leur dit-il, du bon et du mauvais parce que vous avez beaucoup d'intelligence et que vous êtes imparfaits. Vos œuvres dureront seulement quelques centaines de millions d'années. Après quoi, étant plus instruit, vous ferez mieux. Il n'appartient qu'à moi de faire des choses parfaites et immortelles. Voilà ce que Platon enseignait à ses disciples. Quand il eut cessé de parler, l'un d'eux lui dit « Et puis, vous vous réveillâtes ». Fin.